ça quand même. Je fais un métier un peu étonnant. Je suis foulologue. Bon, si vous ne savez pas ce que c'est normal, hein. C'est parce que c'est un mot qui n'existe pas. En fait, concrètement, je suis chercheur et j'étudie le comportement des foules. Foulologue, c'est mon travail. Donc tous les jours, je vais regarder des gens qui marchent dans la rue, dans les transports en commun, dans les salles de concert, et puis je vais analyser comment ils se déplacent, comment ils interagissent, et comment la foule se comporte dans son ensemble. Alors, c'est passionnant comme sujet d'étude, hein, vraiment. Par contre, au quotidien, c'est un peu obsédant, vous savez, parce qu'il y a des foules partout, en fait. Moi, dans le métro, par exemple, je ne peux pas m'empêcher d'analyser ce que font les gens autour de moi. Je prends des notes, je fais des petites expériences. Alors, je vous avoue qu'on me regarde un peu bizarrement, parfois. Je me disais l'autre jour, je dois être la seule personne en France qui se réjouit quand il y a une grève des transports en commun. Vous savez, quand il y a plein de monde qui attend sur le quai, là, puis qui se bouscule pour rentrer, vous devez trouver ça horrible, j'imagine, hein. Moi, je trouve ça pas mal. Parce qu'il y a plein de choses à étudier, c'est très intéressant, hein. C'est comme pendant les soldes, pendant le Black Friday, vous savez, quand la foule se rue dans un magasin comme ça. On a l'impression de voir une évacuation d'urgence, mais à l'envers, avec les gens qui veulent rentrer au lieu de sortir. C'est très étonnant, très étonnant. J'ai une autre déformation professionnelle aussi. C'est que je suis toujours en train de regarder où sont les issues de secours quand je rentre dans un bâtiment. Alors aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas si vous avez fait attention, vous savez où elles se trouvent? Non, les issues de secours, elles sont par là et ici. Et je ne fais pas ça pour être le premier dehors, hein. Non, c'est juste un réflexe pour voir si le bâtiment est bien conçu en cas d'évacuation d'urgence. Et aujourd'hui, par exemple, bon, c'est pas terrible, hein. Non, je plaisante, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Vous imaginez s'il y a un mouvement de panique là maintenant? Si on est tous obligés d'évacuer en urgence? Un mouvement de panique, techniquement, c'est un comportement de fuite qui se propage d'une personne à une autre. D'accord? Alors imaginez par exemple que le monsieur qui est assis là devant moi voit ou entende quelque chose de suspect, puis qu'il se précipite vers l'issue de secours. Eh bien les gens qui sont assis autour de lui, ils vont avoir tendance à faire la même chose, même s'ils n'ont pas vu la source du danger. Et puis ils vont être imités par leurs voisins. Et les voisins, ils vont être imités par leurs propres voisins. Et par effet domino, c'est toute la salle qui va se retrouver à courir vers les issues de secours sans vraiment savoir pourquoi. La première fois que j'ai vu un mouvement de panique très net, très marqué, c'était le 15 novembre 2015. Le 15 novembre, c'est 2 jours après le 13 novembre 2015, 2 jours après le Bataclan. Vous avez peut-être déjà vu ces images dans les médias. La foule se recueille sur la place de la République à Paris. Et on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Probablement quelqu'un qui a pris peur, qui s'est enfui, qui a été imité par ses voisins, les voisins par leurs voisins, et puis en quelques instants, la place s'est vidée. Eh bien, ce genre de situation, les chercheurs comme moi, on va les étudier scientifiquement, au laboratoire. Et pourquoi c'est important de faire ça? Pourquoi c'est important d'étudier le comportement de la foule? Eh bien, pour sauver des vies, par exemple. Pour éviter les accidents pendant les grands rassemblements. Pour optimiser les évacuations d'urgence. Et puis aussi, et c'est peut-être le plus fascinant, pour comprendre la nature humaine. Pour savoir comment on se comporte quand on est tous ensemble face à un danger. Et vous, si vous comprenez ça, si vous comprenez les mécanismes de la foule, vous allez pouvoir avoir les bons réflexes pour vous protéger. Ok, alors comment on fait? Comment on fait pour étudier une foule en panique scientifiquement? Eh bien, on fait des expériences. Alors au début, on va surtout utiliser des animaux pour nos expériences, parce que c'est plus facile qu'avec des vrais gens, hein, surtout dans les situations dangereuses. Il y a une expérience d'évacuation, par exemple, que j'aime beaucoup, qui a été faite avec des fourmis. Alors je vais vous la décrire rapidement, hein, vous allez voir, c'est très simple. Vous prenez une boîte circulaire avec 2 sorties diamétralement opposées. Vous mettez des fourmis dedans, et puis vous allez lâcher une petite goutte de citronnelle au milieu de la boîte. La citronnelle, c'est un répulsif. Les fourmis, elles n'aiment pas du tout ça, et donc elles vont paniquer, puis elles vont essayer de sortir. Et si vous faites cette expérience, qu'est-ce que vous allez observer? Eh bien, vous allez voir que toutes les fourmis vont s'agglutiner autour d'une des 2 sorties et laisser l'autre sortie quasiment inutilisée. C'est bizarre ça, non? Il y a un terme technique pour ça.
On appelle ça une brisure de symétrie. Parce que vous avez un système qui est symétrique, la boîte ronde, les deux sorties, les fourmis au milieu, et puis vous faites tomber la goutte et hop, d'un seul coup, toutes les fourmis basculent d'un côté. La symétrie est brisée. Et ça, c'est un comportement qui s'explique assez facilement avec de l'imitation. Les premières fourmis perçoivent la citronnelle, elles fuient dans la direction opposée, elles sont suivies par leurs voisines, qui sont suivies par leurs voisines, et au bout d'un moment, tout le monde fuit dans la même direction, et donc s'agglutine autour de la même sortie, ce qui n'est pas très efficace. Alors vous allez me dire, bon, les fourmis, c'est rigolo, mais bon, c'est juste des fourmis, quoi. Nous, on est quand même un peu plus malins que ça. En fait, pas du tout. On a fait l'expérience avec des humains, avec des vrais gens, donc. On recrute pour ça une quarantaine de participants. On les met dans un bâtiment qui est symétrique, donc avec des couloirs qui partent dans différentes directions. De tous ces couloirs, il y en a un seul qui mène à la sortie. Mais les participants, ils ne savent pas quel c'est. Et on va leur demander d'évacuer, et donc de trouver la sortie. Alors quand on a organisé cette expérience, on s'est demandé comment on pouvait faire pour mettre un peu de pression sur les participants. Vous savez, pour que ça ressemble un peu à une évacuation d'urgence, quoi. Alors on pourrait déclencher un incendie, par exemple. Mais bon, c'est probablement pas une bonne idée. Ou alors, on pourrait leur faire croire qu'il y a un incendie, avec de la fausse fumée et tout ça. En fait, je vous rassure tout de suite, on n'a pas le droit de faire ça. Hein. Il y a des comités d'éthique qui surveillent nos activités de chercheurs, et on n'a pas le droit de faire peur à des gens juste pour une expérience. Et encore moins de les mettre en danger, heureusement. Par contre, il y a un truc qui marche presque aussi bien que le danger, c'est l'argent. En fait, on va leur mettre une pression financière. On va leur dire que ceux qui n'arrivent pas à s'échapper à temps, eh ben, on va leur prendre de l'argent. Et comme nos participants, en général, c'est des étudiants un peu fauchés, si vous leur dites qu'ils vont perdre de l'argent, ils ne sont pas contents du tout. Et donc, ils vont faire le maximum pour sortir. Un peu comme pendant une évacuation d'urgence. Et donc, si vous faites cette expérience, qu'est-ce que vous observez? Vous donnez le top départ, et hop, brisure de symétrie. Les participants arrivent au premier embranchement, ils ne savent pas où aller. Il y en a un qui tente un couloir au hasard, les autres ils vont se dire que peut-être il sait où il va, ils vont le suivre, ils vont être suivis par leurs voisins, et au bout d'un moment, tout le monde emprunte le même couloir, exactement comme avec les fourmis. Alors ça peut paraître un peu bête, ça, comme comportement, non? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on se suit comme ça, comme des moutons? C'est marrant parce que dans notre culture, copier les autres, c'est quelque chose qui est assez mal vu. On dit toujours il faut être indépendant, il faut aller à contre-courant, il ne faut pas être un mouton de panurge. Oui, mais dans cette situation, est-ce que c'est si stupide que ça? En fait, pas vraiment, hein. C'est même plutôt le contraire. Regardez, on a fait une variante de cette expérience, donc la même que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, on va dire secrètement à un ou deux participants où se trouve la sortie. D'accord? Donc eux, ils savent quel couloir il faut emprunter. Mais les autres, ils ne sont pas du tout au courant. Hein. Ils ne savent pas qu'on a fait cette manipulation, et en plus, ils ne peuvent pas communiquer. Ils n'ont pas le droit. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? On donne le top départ. Ceux qui savent où est la sortie, ils vont filer directement. Les autres, ils vont les voir, ils vont se dire « Ok, on suit ». Ils vont être suivis par leurs voisins, et très rapidement, tout le monde se retrouve devant la sortie, à temps, sain et sauf. Et donc, vous voyez que grâce à l'imitation, tout le monde va pouvoir profiter d'une information qui a été détenue au début par seulement une ou deux personnes. Et ça, sans communiquer verbalement, et sans même savoir qu'il y a des individus informés dans le groupe. En fait, ce comportement d'imitation, on le retrouve chez plein d'espèces d'animaux sociaux. Hein. Chez les fourmis, bien sûr, chez les moutons, chez les poissons, dans les étourneaux, et plein d'autres. En fait, c'est un comportement qui a été sélectionné par la nature, qui a été sélectionné par l'évolution, parce que ça augmente nos chances de survie au niveau collectif. Et pour les humains, eh ben, c'est la même chose. Alors le problème, par contre, avec ces effets d'entraînement-là, c'est que tout le monde va converger vers la sortie à peu près en même temps. Et dans un lieu confiné, comme cette salle de spectacle, par exemple, ben, ça peut créer des problèmes. Ça va créer des embouteillages, qui peuvent être très dangereux, surtout si les gens se pressent pour sortir, comme quand il y a un danger, par exemple. Eh bien, ces embouteillages qui se forment autour des issues de secours, ils ont été beaucoup étudiés par les chercheurs, et souvent avec des animaux, encore une fois. Alors par exemple, c'est très simple, vous prenez un groupe de souris, et vous les mettez dans une boîte, avec une seule sortie cette fois-ci, d'accord? Et puis vous allez commencer à verser de l'eau tout doucement dans la boîte. Les souris, elles n'aiment pas du tout l'eau, et donc elles vont essayer de sortir le plus vite possible. Et là, les chercheurs, ils ont fait une découverte. Ils ont remarqué que plus les souris se précipitent pour sortir, moins elles vont sortir vite.
C'est un peu contre-intuitif comme phénomène, ça. Il y a un terme technique en anglais, on appelle ça l'effet faster is slower. Plus vite, c'est plus lent. C'est-à-dire que si les individus se dépêchent, eh ben, ils vont sortir moins vite. Et ça, c'est un phénomène qui est quasiment universel, hein, qu'on va retrouver avec plein d'espèces animales différentes. Vous pouvez même en faire l'expérience dans votre cuisine. Vous prenez, disons, un paquet de riz et vous le versez à travers un entonnoir. Mais vous allez voir que si vous versez trop vite, l'écoulement du riz va ralentir, voire même s'arrêter complètement. Et bien pour les gens, c'est la même chose. Si tout le monde sort en courant, ça va prendre plus de temps que si les gens sortent dans le calme. Bon alors là, vous allez me dire, la solution est très simple, hein, il suffit que tout le monde sorte tranquillement, quoi, en marchant. Mais oui, mais pourquoi les gens y courent alors pendant une évacuation? Est-ce que c'est de la bêtise ou quelque chose? En fait, c'est plus compliqué que ça. Imaginez, vous êtes dans la foule en train d'évacuer un bâtiment. Tout le monde sort tranquillement, en marchant. Si vous êtes à l'arrière du groupe, vous serez un des derniers à sortir. Et donc, en continuant à ce rythme, vous courez un risque plus important que les autres. Et ça, c'est très injuste. Pourquoi courir un risque supplémentaire pour permettre aux inconnus qui sont devant vous d'évacuer plus rapidement? Non. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous courez, vous doublez ceux qui sont devant vous et vous sortez plus vite. Mais oui, mais si vous courez, les autres, ils n'ont plus aucun intérêt à marcher, parce qu'ils vont se retrouver derrière à votre place. Du coup, tout le monde court et plus personne ne sort. Et vous voyez qu'il y a dans cette situation une logique collective qui conduit naturellement la foule vers la bousculade. C'est la faute de personne, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Les chercheurs, ils ont proposé une solution un peu étonnante, hein. On pourrait placer un poteau quelques mètres devant la sortie. Alors, c'est très bizarre, ça, hein. Comment on pourrait aider les gens à sortir plus vite en ajoutant un obstacle sur leur chemin? En fait, c'est juste de la physique. Il se trouve que, en divisant le flux de piétons quelques mètres avant la sortie, par exemple avec un poteau, eh bien la pression va être plus faible quand il va se reformer devant la porte. Et donc ça va éviter les embouteillages. On sait que ça marche avec les grains de riz. Il existe par exemple des entonnoirs avec une petite excroissance comme ça, juste devant le rétrécissement, qui permet d'éviter les blocages selon le même principe. C'est assez commun, vous en avez peut-être déjà vu. Maintenant, vous savez à quoi ça sert. On sait que ça marche aussi avec les moutons. Si vous mettez un obstacle quelques mètres devant la porte de la bergerie, eh bien, vous allez pouvoir faire rentrer le troupeau plus rapidement quand il se précipite à l'heure du déjeuner, par exemple. Et sous certaines conditions, eh bien, ça marche aussi avec les gens pendant une évacuation d'urgence. Et donc, vous voyez à travers tous ces exemples, quelque chose qui me fascine, moi, personnellement, c'est que quand on est tous ensemble, eh bien, des fois, on va se comporter comme des grains de riz. Et des fois, on va se comporter comme des moutons, comme des souris ou comme des fourmis. Et puis des fois, on va se comporter juste comme des gens. Souvent d'ailleurs, c'est là que les choses ne se passent pas très bien. Il y a un autre problème qui va se poser quand une foule s'agglutine comme ça autour d'une sortie, c'est l'augmentation de la densité. Alors la densité, c'est quelque chose qui est très important dans ma discipline, hein. C'est un indicateur qui se mesure en nombre de personnes par mètre carré. D'accord ? Donc par exemple, dans la vie quotidienne, quand vous marchez dans la rue, vous êtes en général bien en dessous de 1 personne par mètre carré. C'est-à-dire qu'il y a de la place. Quand vous êtes tout serré le lundi matin dans le métro, là, vous voyez? Là, vous êtes plutôt autour de 3 personnes par mètre carré. Si vous commencez à vous sentir mal à l'aise dans une foule très compacte, comme pendant un festival de musique, là, vous pouvez avoir des pics à 5 personnes par mètre carré. C'est pas très agréable, mais c'est encore acceptable. À partir de 6 personnes par mètre carré, en revanche, ça commence à devenir dangereux. Le niveau de densité le plus élevé qu'on ait jamais mesuré pour une étude, c'était de 9 personnes par mètre carré. 9 personnes par mètre carré. Vous imaginez un petit peu ce que ça représente? Pour vous donner une image, c'est équivalent à 14 personnes qui se tiennent debout dans une baignoire. J'ai fait le calcul, c'est la même densité. C'est équivalent aussi à 38 personnes debout sur une table de ping-pong. Et vous voyez le cercle rouge autour de moi, là? À votre avis, combien il faudrait mettre de personnes pour atteindre cette densité? 64. Il faudrait qu'on soit 64 personnes dans ce cercle rouge pour être 9 personnes par mètre carré. Et ce niveau de concentration gigantesque, imaginez qu'il s'étende sur plusieurs dizaines de mètres. Eh bien ça, on l'a observé à la Mecque, pendant le pèlerinage religieux. C'était en 2006, et ce jour-là, il y a eu plus de 300 victimes.
Ces niveaux de densité gigantesques, en général, ils sont causés par un défaut de planification. C'est-à-dire qu'il y a trop de monde par rapport à l'espace disponible. Et au bout d'un moment, les gens sont tellement serrés qu'ils n'arrivent même plus à respirer. Alors, c'est des situations qui sont vraiment très angoissantes, hein, parce qu'on est comme enfermé dans une prison qui va se refermer petit à petit sur nous. Souvent, mes amis, ils me demandent qu'est-ce que je peux faire si je me retrouve dans cette situation? Qu'est-ce que je peux faire si je suis piégé dans la foule? Et je vais vous donner quelques conseils, tiens. Imaginez, vous êtes dans la foule, vous l'avez peut-être déjà vécu, et ça commence à se resserrer autour de vous. D'accord? Bien déjà, si vous pouvez encore partir, allez-vous-en. Ça paraît tout bête comme conseil, hein, mais ce que j'observe souvent, c'est que les gens n'ont pas nécessairement conscience du danger. Et ils ont plutôt le réflexe de vouloir continuer coûte que coûte vers leur destination. Mais si vous vous sentez mal à l'aise, quittez les lieux. D'une part, vous allez vous mettre à l'abri, et d'autre part, vous allez réduire la densité pour ceux qui sont restés sur place. Alors maintenant, si vous êtes vraiment piégé dans la foule, s'il y a trop de monde pour partir, essayez de garder votre équilibre. D'accord? C'est très important. Parce que si vous tombez, vous allez faire tomber vos voisins, par effet domino. Et là, ça va être très difficile de se relever. Évitez aussi les murs et les parois solides. Ce sont les endroits les plus dangereux, parce que c'est là que la pression va être la plus importante. Et enfin, si vous êtes vraiment trop serré, vous pouvez essayer de replier vos bras, comme ça, devant votre poitrine. Ça va vous permettre de dégager un petit peu d'espace vital pour pouvoir continuer à respirer. Voilà, je pense que vous comprenez maintenant pourquoi c'est important de faire ces recherches et pourquoi moi, personnellement, ça me passionne quand je prends le métro ou quand je vais assister à un concert. D'ailleurs, maintenant, j'attends avec impatience le moment où vous allez sortir de la salle pour pouvoir faire quelques observations scientifiques. Merci.